Le Grand Prix d'Italie était un week-end très complet, peut-être le plus riche de l'histoire de cet événement. Des accidents, des spéculations, des histoires de transfert, d'avenir et une course à rebondissement. Plus que 3 Grands Prix dans cette saison 1993 avec le Portugal, le Japon et l'Australie. 3 Grands Prix qui vont être animés pour diverses raisons et ça commence par une annonce renversante. 1993, c'est le dernier duel, la dernière bataille entre deux des plus grands pilotes de tous les temps. Prost contre Senna, le Français contre le Brésilien, le professeur contre Magic. Un duel arbitré par des champions en devenir, Hill, Schumacher ou Häkkinen. 1993 est une saison intense, l'une des plus riches en histoire et des plus passionnantes à suivre. Bienvenue dans 1993, le dernier duel. Le vendredi 24 septembre 1993, au terme de la première journée de roulage du Grand Prix du Portugal, Alain Prost convoque une conférence de presse pour annoncer sa retraite. Cette petite conférence de presse est donc destinée à vous annoncer que je ne courrai plus en Formule 1. Si ses proches ne sont guère surpris, le commun des mortels ne s'attendait pas à ça. Cette annonce secoue le paddock. En passe de décrocher son 4e titre mondial, le professeur tire sa révérence. Si le pilotage l'intéresse toujours, l'univers pesant de la Formule 1 commence à le lasser. Licencié fin 91 par Ferrari pour de mystérieux propos complètement sortis de leur contexte, Alain est revenu dans de bonnes conditions en 93 après une année sabbatique dans le but de retrouver les sommets, de démontrer qu'il n'était pas fini. Un retour effectué à une seule condition, que Senna ne soit pas son équipier. Un droit de veto qui lui a attiré beaucoup de critiques et qui lui a été permis grâce au soutien de Renault. Oui, mais voilà, Frank Williams veut recruter Senna et Renault a progressivement changé sa politique et ont fait comprendre aux Français qu'ils souhaitaient recruter le Brésilien. Chose que Prost n'a bien sûr pas accueillie d'un bon œil. Alors que son contrat se termine fin 94, quel est l'intérêt pour le Français de poursuivre, de continuer et de collaborer une année de plus avec son plus grand rival? Les souvenirs McLaren sont douloureux. Le professeur a vite été remplacé dans le cœur de son équipe par la pépite Magic. De plus, il passait pour le méchant face au mystique Senna. À quoi bon revivre ça et risquer l'année de trop en 94? Et qu'en est-il de cette foutue presse? Quand il gagne, c'est normal, il n'a aucun mérite parce qu'il a la meilleure voiture. Quand il perd, c'est parce qu'il n'est pas bon. À force, cette opinion publique au mieux neutre et pesante. La super licence en début d'année, les coups de massue au Brésil, à Donington ou à Monaco, l'affaire des carburants, le tout opposé aux exploits de Senna et à la montée en puissance de Hill. On en oubliera même que les monoplaces de 93 étaient différentes de celles de 92. Stop. Alors, quand le titre mondial était à sa portée, Alain a pris les devants et a appelé Frank Williams pour lui dire qu'il ne poursuivra pas en 94. Près de 200 Grands Prix, 51 victoires, un record et bientôt 4 titres de champion du monde. À 38 ans, Alain Prost tire sa révérence. Plus que 3 courses. Personnage qui divise à l'instar de son grand rival, le Français reçoit tout de même plusieurs hommages. À commencer par Frank Williams. Oui, réticent au début à l'idée de travailler avec le professeur, il a vite compris pourquoi ce pilote a obtenu autant de succès. Alési se dit également attristé du départ de celui qui est devenu son ami, et en profite pour le défendre face à ses trop nombreuses mauvaises critiques. 1994 aura des allures toutes particulières sans le champion français, qui peut donc coiffer la couronne mondiale dès ce week-end au Portugal. I have a 3-year contract, and then I have a moment where in July, I have a phone call from Frank and saying, oh, I need to talk to you. I have a big pressure from Renault. And in fact, he comes himself with his plan, comes see me and trying to explain to me that Renault, they are thinking of having Ayrton in the team with me the year after. So I said, okay. That is not fair. We have a contract. Even thinking about that is not fair in the middle of the season. I didn't want to be a teammate with Ayrton again. I did not want to continue with this
perception of the people saying, okay, you know, Ayrton is a poor guy with the small car, and Alain is, when he wins, it's normal because he has the best car. You know? I said, okay, you want Ayrton I understand very well, but you pay me the contract for the next year, and I stop. I did not want to stop. I really did not want to stop, but I had to see a situation going again, especially in your own country, going in this direction again. I took my decision myself very quickly, but I wanted to tell them just one month, 2 months later, because I wanted to be a world champion. I did not want to lose the opportunity. When I saw that I was going to be world champion, I said, okay, you pay the contract, I stop, I have enough. Okay? That's what I have done. I did not want to stop. I stopped Formula One only because of that. Otherwise, I wanted to continue. Mais évidemment, cette annonce en entraîne une autre. Alors, à la lutte pour le titre de champion de F3 britannique face à un certain Martin Brundle, Ayrton Senna s'apprête à tester pour la première fois une Formule 1. Cette dernière n'est d'autre qu'une Williams, la Williams FW08C à moteur Ford Cosworth, pilotée par Keke Rosberg et Jacques Laffite en Grand Prix. Un grand jour pour le jeune Brésilien, et pour l'écurie Williams, car dès ses premiers tours de roue, le pouliste impressionne. Plus rapide que les titulaires, il s'empare du record du circuit et surprend les ingénieurs par ses retours très précis. 11 ans plus tard, Senna et Williams seront de nouveau associés. Proche de signer durant la saison 1990, le deal avait buté sur une histoire de sponsor. Durant la saison 92, le Brésilien, à la peine avec sa McLaren Honda dépourvue de système électronique, a tenté désespérément de rejoindre Williams. Si Franck le voulait bien, Renault et Prost ont donc refusé. Un an plus tard, les discussions ont repris en coulisses et durant l'été, l'éventualité de voir Senna chez Williams devenait de plus en plus probable, bien que tout ceci se soit déroulé dans le plus grand secret. Un soulagement pour le Brésilien qui aura à sa disposition la meilleure voiture de la grille. Quoique, sans les assistances électroniques, sera-t-elle aussi véloce? Réponse en 94. Mais qui dit Senna chez Williams dit départ de McLaren, et ça, c'est une rupture difficile pour les deux parties. Ayrton aurait préféré que les choses se passent différemment, avec plus de forme, et cette annonce brutale fait mal à Dennis. Mais pas comme un patron qui perd son meilleur employé, non, plutôt comme une personne qui voit partir son ami. Senna et Dennis, c'est sentimental. Ensemble, ils ont tout gagné. Le Britannique a tout fait pour son pilote. Il a laissé filer son ancien chouchou Prost, il a remué ciel et terre pour subvenir à ses besoins, et l'intersaison houleux de 92-93 en est le meilleur exemple. Ron se sent trahi, bien sûr, mais surtout blessé. Alors, durant ce week-end portugais, les deux hommes forts de McLaren s'évitent et ne s'adressent pas la parole. Senna dialogue donc avec Joe Ramirez ou Mansour Roger. Qui pour remplacer Senna? Est-il remplaçable d'ailleurs? Eh bien, McLaren a déjà une partie de la réponse. Le passage de Michael Andretti en Formule 1 est désormais terminé. 3 jours après le Grand Prix d'Italie, sa meilleure course de la saison qu'il a achevée à la 3e place, McLaren et Andretti se sont séparés. Une rupture en cours de championnat plutôt compréhensible, tant l'Américain peinait à s'adapter. Son avenir est tout de même assuré avec un contrat chez Chip Ganassi en IndyCar pour la saison 94. Mais c'est aussi une rupture encouragée par la présence de Mika Häkkinen. Débarqué en 1991 chez Lotus, le Finlandais, grand rival de Michael Schumacher en formule de promotion, a démontré une belle pointe de vitesse. Lui aussi, au même titre que Jean Alesi où son rival allemand fait partie de ses pépites. Fin 92, Ron Dennis avait approché Peter Collins, le team principal de Lotus, pour s'offrir les services du Finlandais. Bien sûr, les Verts ne voulaient pas le laisser partir comme ça, mais McLaren a obtenu gain de cause. Mais quelle serait la position d'Häkkinen? Car à ce moment-là, je le rappelle, seul un pilote était sûr de prendre part à la saison, et c'était Michael Andretti. Senna était indécis et Häkkinen était une option pour substituer le Brésilien si besoin. Bon, finalement Senna n'a manqué aucune course durant cette année. Alors, pendant 10 mois, Mika Häkkinen a effectué un travail de l'ombre sans broncher, ne laissant paraître aucune frustration et s'appliquant à aider l'équipe. How about the step from last year's Lotus to a brand new McLaren car and all that super high technology that comes with it? Are you afraid of that all before you go to the car and start driving with it? I'm definitely not afraid of that.
seemed to be, for me, quite simple to come to McLaren from Team Lotus. But overall, the whole team is so organized. It's incredible. Everybody knows what they're doing, and to Ron Dennis, it's how can I say it? Well organized. He knows what he's doing, and he wanna win. Et au passage, il a démontré que les espoirs placés en lui ne sortaient pas de nulle part. À quelques jours du Grand Prix du Portugal, Mika a d'ailleurs testé le moteur V12 Lamborghini à Silverstone, au volant d'une McLaren toute blanche, juste après avoir appris sa titularisation par Ron Dennis. Parmi les jeunes cartes d'avenir, il y a le leader du championnat F3000, Olivier Panis. Actuellement sur 2 victoires consécutives, il est en passe de prendre le titre au terme des 2 dernières courses de Manicourt et Nogaro, qui auront lieu les 2 week-ends suivant le Portugal. Présent à Estoril, le réservé Panis est approché par quelques écuries et va même faire quelques tests avec Benetton après le Grand Prix du Portugal. Soutenu par Elf, il est également de passage chez Williams et chez Ligier. À voir pour une annonce prochaine. Toujours chez les jeunes loups, le néerlandais Jos Verstappen va piloter la footwork ici même les jours suivant la course. Pourquoi pas en vue d'une titularisation pour 94, sachant que Warwick devrait arrêter et que Suzuki ne sera pas conservé, Mugen Honda délaissant l'écurie de Jackie Oliver. Mais le plus probable serait de voir Christian Fittipaldi. Le néerlandais serait donc en concurrence avec 2 Brésiliens, puisque Gilles de Ferrand est également un sérieux postulant. N'oublions pas non plus Paul Stewart, dont le soutien indirect de Ford pourrait bien arranger les affaires d'Arrows Footwork. Chez Jordan, le passage de Marco Apicella n'a duré que quelques centaines de mètres et retourne comme prévu au Japon en F3000. Après Ivan Capelli, Thierry Boutsen et Marco Apicella, c'est Emanuele Naspetti qui prend place dans la Jordan numéro 15. Mais à l'image de son prédécesseur, il ne sera présent que pour une course. Ouais, l'Italien n'a pas assez de budget pour en faire plus. Ainsi, un autre animateur de la F3000 japonaise pourrait donc faire ses débuts à Suzuka. Son nom, Eddie Irvine. Chez Ligier, les presque homonymes Brundle et Blundell voient leur relation se détériorer car Cyril de Rouvre, le propriétaire, a annoncé qu'il devra se passer de l'un d'entre eux l'année suivante, en espérant que ces tensions ne gâchent pas leur fin de saison, car les Bleus sont encore 4e du championnat constructeur à 1 point devant Ferrari. Enfin, côté moteur, si l'on apprend que les îles morts de Sauber sont rebadgées Mercedes en 94, signant donc le retour de la marque à l'étoile après son passage à succès dans les années 50, on n'en sait plus sur le nom du futur motoriste de McLaren. Certes, Hakkinen et Senna ont testé le V12 Lamborghini, mais les négociations sont compliquées dû à la volonté de Chrysler de se séparer du constructeur italien. Cela a refroidi Dennis qui porte donc plus d'intérêt à Peugeot. Enfin, côté technique, Harvey Postlethwaite quitte Ferrari pour retourner chez Tyrrell, et c'est l'ancien de chez Magneti Marelli, Valerio Bianchi, qui prend sa place. Quant à Berger, il a consulté le professeur Saillant pour soigner sa douleur au coude. And Senna gets between Piquet and Prost. Keke Rosberg comes out from the... Arrivé en 1984, le tracé portugais a connu quelques moments d'histoire fort intéressants, à commencer par le dénouement du championnat qu'il clôturait dès sa première apparition. Victoire de Prost, mais titre pour Lauda pour un demi-point. Historique. L'année suivante, en 85, c'était Senna qui décrochait sa première victoire au terme d'un week-end arrosé et d'une performance magique. Nous y avons vu les passes d'armes Senna-Prost ou Senna-Mansell et l'an passé, en tremblé devant les images de Patrese s'envolant sur Berger à l'entrée des stands. Ce circuit d'Estoril est technique avec pas mal d'enchaînements à moyenne et basse vitesse. De plus, pour cette édition de 93, une partie du tracé a été resurfacée, ce qui le rend particulièrement difficile. Si une grande partie est lisse, une autre est bosselée. Voilà qui pourrait piéger les pilotes et casser la tête des ingénieurs pour les réglages. Pour la 2e fois de sa carrière, Damon Hill prend la pole position et Prost se glisse dans son sillage. Mais la surprise est juste derrière, car Mika Hakkinen devance Ayrton Senna pour sa première qualification avec McLaren. L'écart est faible, 48 millièmes certes, mais ils sont à l'avantage du Finlandais. Intéressant, Jean Alesi et Michael Schumacher occupent la 3e ligne, devant leurs équipiers Patrese et Berger. Warwick et Blundell complètent le top 10. Brundle est 11e devant les 2 Sauber de Leto et Van Linger. Barrichello devant Suzuki et De Cesaris, tandis qu'à domicile, l'ami réalise une bien meilleure qualification qu'en Italie. Suivent Martini, Alio, Katayama, Comas et le pigiste Naspetti. Fittipaldi est 24e devant les 2 Lola d'Alboreto et Badoer. La sensation de cette qualification est donc Mika Hakkinen qui devance Ayrton Senna, pourtant maître dans l'exercice.
Voilà qui intrigue, voire irrite le sensible brésilien qui, après la séance, demande à Mika Hakkinen comment est-ce qu'il a fait. Et le blagueur nordique répond avec humour « Parce que j'en ai des plus grosses que les tiennes ». Et ça ne passe pas du tout auprès de Senna qui attrape Hakkinen, le colle contre le mur et lui dit de ne surtout pas jouer à ça avec lui. Tendu le Senna. Ouais, à l'image de Schumacher à Manicourt en 92 ou de Hill en début de saison, il n'aime pas trop voir les jeunes le titiller de la sorte. Voilà qui pourrait le rebooster pour la fin de saison. Place au Grand Prix. En regardant les tribunes et son nombre plus élevé de spectateurs qu'à l'accoutumée, on en déduit un effet Pedro Lamy. En Italie, il est devenu le premier Portugais au départ d'un Grand Prix de Formule 1 depuis Mario Araújo de Cabral en 1964. J'espère que je le prononce pas trop mal. Ce dimanche 26 septembre doit voir Alain Prost prendre sa 4e couronne mondiale. Les conditions sont simples. Il doit compter au moins 20 points d'avance sur son plus proche poursuivant. Il est 23 points derrière et la tâche du Français est simplifiée dès le lancement du tour de formation, car Damon cale. Une 4e victoire de rang se complique sérieusement pour le Britannique. Note importante, Michael Schumacher, en difficulté avec l'équilibre de sa voiture, prend le départ avec le mulet, réglé différemment. Pour son premier départ avec McLaren, Hakkinen a une vue dégagée et quand les feux passent au vert, le Finlandais bondit à hauteur du professeur et sort les coudes. Intimidé par la fougue du jeune homme, Prost lâche et tombe en 4e place. Quel départ de Mika Hakkinen, mais allez-y, on a profité pour prendre les commandes par l'extérieur. Dans la ligne droite opposée, Ayrton Senna menace son équipier et prend l'avantage au 6e virage. Jean Alesi, parti 5e, boucle le premier tour en tête devant Senna, Hakkinen, Prost, Schumacher, Berger, Blundell, Patrese, Brundle et Van Linger. Jean vient de réaliser le plus beau départ de la saison et les 3 premières positions sont rafraîchissantes en cette saison 93. Place au Ferrari et au McLaren. En embuscade, Prost et Schumacher vont devoir être patients car à Estoril, il n'y a que peu de place pour doubler. Les positions sont figées pendant 19 tours. Hill est remonté 6e déjà et Alesi remonte sur les premiers retardataires. Les deux leaders se défendent d'Alboreto quand soudain, le moteur de Senna explose. Le calvaire continue et Ayrton perd tout espoir de remporter une 4e couronne mondiale. Hakkinen remonte donc au 2e rang, mais plonge au stand de même qu'Alesi. C'est le moment d'attaquer pour Prost et Schumacher. Les arrêts sont rapides chez Ferrari comme chez McLaren, moins de 5 secondes. De plus, Hakkinen est galvanisé et met aussitôt la pression à Jean qui se défend. Deux tours plus tard, Schumacher entre à son tour au stand. Michael a considérablement accéléré le rythme et l'arrêt de chez Benetton est rapide. Ainsi, l'Allemand réussit l'overcut et ressort devant Alesi et Hakkinen. Belle manœuvre de la part du muret Benetton. En revanche, du côté de chez Williams, on ne se précipite pas et on reste en piste. Si Prost est largement devant,
Damon Hill voit Schumacher remonter comme une balle. C'est un instant crucial de la course. 8 tours après la Benetton numéro 5, Alain Prost s'arrête au stand changer de pneus. Mais chez Williams, on a trop attendu et Michael hérite virtuellement des commandes. Quand Hill libère la voie à l'Allemand, Schumacher est officiellement le leader de la course. Voilà qui change la donne. Hakkinen continue de suivre Alesi comme son ombre, mais au 33e tour, en sortie du dernier virage, Mika sort trop large et sort de la piste. Petite erreur aux lourdes conséquences, la chevauchée fantastique du Finlandais s'arrête brutalement. Mais en un week-end, il a fait oublier Andretti. 3 tours plus tard, Gerhard Berger entre au stand. Il occupait la 5e place. L'arrêt se passe bien, mais lorsque la Ferrari sort des stands, la suspension arrière s'affaisse et envoie l'Autrichien dans le mur, coupant la piste à Warwick. C'était chaud, mais là encore, plus de peur que de mal. Schumacher était parvenu à porter son avance à 5 secondes devant Prost, mais l'Allemand perd beaucoup de temps dans le trafic derrière Leto. En fait, le Finlandais luttait contre Patrese et le pilote Sauber ne fait pas la différence et défend sa position. Schumacher tente de se montrer, mais rien n'y fait. Derrière, Prost remonte. L'aventure dure plusieurs tours, mais rien n'y fait. Leto continue de défendre chèrement sa peau et ferme incessamment les portes. Prost est juste derrière et met la pression à Schumacher qui, dans le 50e tour, se jette à l'intérieur de la Sauber au virage Aurelia. Après 4 tours de bouchon, une autre Sauber pose des problèmes. Celle de Vanlinger qui a fermé ostensiblement la porte à Blundell en voyant la Ligier dans le bac. Quant à Leto, il observe une pénalité pour ne pas avoir laissé passer le leader assez rapidement. Pas le jour des Sauber. Pendant ce temps, Schumacher et Prost sont collés. Le Français tente d'intimider l'Allemand qui ne se laisse pas faire. Derrière, la course est encore animée. Pedro Lamy perd le contrôle dans le virage 3. Au tour suivant, Patrese tente l'intérieur sur Warwick mais rate complètement son freinage. C'est l'accident. Abandon pour les deux hommes. Derek est très frustré. Retour sur les devants de la scène pour les derniers kilomètres de course. Schumacher se défend bien sur Prost. Le Français n'est pas loin d'un 4e titre mondial, mais il aimerait le célébrer sur la plus haute marche du podium, en remportant sa 52e victoire. Plus qu'un tour. Ça semble difficile, mais devant Schumacher se trouve JJ Leto. Peut-être une opportunité pour Alain qui se montre sans parvenir à placer une attaque. Après ses déboires à Monaco, Belgique ou Monza, Michael Schumacher concrétise enfin et remporte sa 2e victoire en carrière. Le tout au prix d'une magnifique course. Prost est 2e et prend donc son 4e titre mondial. Damon Hill occupe la dernière marche sur le podium. Alesi, Vanlinger et Brundle entrent dans les points. Comme en France, Alain ressent un drapeau tricolore dans le tour d'honneur. Ces images resteront dans les mémoires. Pour la 2e fois de son histoire, la F1 célèbre un quadruple champion du monde. And I have to say, over the whole weekend, we struggled completely from the first day on. We changed things to the car and we didn't improve the car at all. I have to really say we went the other way. And we could see the problems on the data, but we had no answer for it and we couldn't fix it. And just today in the morning, we tried both cars, I mean the T car and the race car, together, and I saw a big difference between the two cars, even there shouldn't have been any difference. And we just decided to use this T car,
and you see we win the race. I mean, even in the worst dreams, I wouldn't believe before this race that I could have won it, and now I'm here. I won the race in a way I had ready to fight for, and I'm more than delighted, really more than delighted. I was pushing hard anyway. I mean, I wanted to win the race, but I did not want to do something silly just to lose the points. I was thinking also about the championship, so I'm quite happy about the race, and for sure delighted about the championship. Especially now I'm going to go to Japan and Australia, a little bit more relaxed, and I'm going to try to win at least one race before the end of the season. I had nothing to lose, so it was quite fun to try and push and get as far as I could. I mean, I knew there was probably no chance of catching up with the leaders, but I was frustrated by quite a bit of traffic. You'd lose. It was very difficult. There's only really one place to overtake, and that was down the straight using the speed advantage. But I'd like to say that I've had a fantastic year, and that now that the championship is over, I'd like to congratulate Alain on a fantastic year, and also to Michael for winning the race. But I've enjoyed being a contender in the championship, and now we can look forward to 2 races where there's nothing but the race to win, and it should be very exciting racing from now on. S'il y a un mot qui qualifie l'état de Prost après cette course, c'est soulagé. Bien sûr, le désormais quadruple champion du monde est euphorique après ce nouveau sacre, mais il est surtout soulagé d'y être parvenu et d'avoir mis ça derrière lui pour les 2 derniers Grands Prix de la saison et de sa carrière. Il va pouvoir les savourer bien plus sereinement. En descendant du podium, Alain reçoit beaucoup de félicitations et son équipe viendra le saluer comme il se doit. Les échanges sont également chaleureux avec les hommes de Renault. Il y a 10 ans, il voyait sa première opportunité concrète de sacre être soufflée par Brabham et Piquet, après de nombreuses discordes avec le losange. Les 2 parties s'étaient quittées fâchées. 10 ans plus tard, elles se sont retrouvées et ont terminé le travail. En France, c'est l'euphorie. 4 titres de champion du monde, il y a de quoi être fier de son pilote. Les médias félicitent leur champion et Auto Hebdo posera la question 10 jours plus tard, Prost est-il le plus grand? Alain captive beaucoup d'attention, mais d'autres méritent qu'on s'y attarde après cette course portugaise. Notamment Michael Schumacher qui a réalisé une prestation tout aussi convaincante que sa première à Spa l'an passé. Agressif, rapide et malin pour remonter et remporter sa première victoire de la saison. Celle-ci est belle et démontre également tous les progrès réalisés par Benetton Ford cette année. Une très belle progression qui augure de bonnes choses pour la suite. Chez Ferrari, on a également le sourire. Jean Alesi prend la 4ème place et s'est battu tout devant en début de course après un départ sublime. Là aussi, Ferrari progresse et on ose espérer que ce n'est que le début. Cette belle prestation permet justement aux Rouges de prendre la 4ème place à Ligier, chose qui énerve profondément les Bleus, en colère contre Van Linger. Ce n'est pas fini, mais c'est maintenant à eux d'attaquer. Quant à Benetton, il compte maintenant 12 points d'avance sur McLaren. C'est pas fini, mais c'est une belle option. Côté pilote, Prost est désormais assuré de finir premier quand il entrevoit un possible titre de vice-champion du monde. Il lui faut inscrire 2 points de plus que Senna au Japon. Schumacher est également tout proche à 1 point du pilote McLaren. Avec sa 4ème place, Jean Alesi remonte au 6ème rang. Du côté de Senna, c'est difficile. Le Brésilien s'est évaporé durant l'épreuve après son abandon, parti dans sa résidence de Sintra pour s'isoler. Il attend avec impatience cette fin de saison, mais attention à ne pas l'enterrer trop vite, car ce week-end-là, il a été piqué au vif. Bousculé par son nouvel équipier, rapide et fougueux, et il compte bien le remettre à sa place. De plus, s'il n'a pas adressé la parole à Ron Dennis durant tout le week-end, le Brésilien compte bien terminer en beauté son aventure avec McLaren, son équipe. Puis Suzuka, c'est un circuit qu'il aime particulièrement, mais ça, c'est pour le prochain épisode.